Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le budget des affaires maritimes sera stable en 2021, ce dont je me réjouis. Les autorisations d'engagement du programme 205 baissent légèrement pour passer de près de 160 millions d'euros en 2020 à 155 millions en 2021. Les crédits de paiement, quant à eux, passent de 161 millions à 159 millions d'euros. Les crédits relatifs au port relevant de l'action 43 du programme 203 sont également stables par rapport à 2020 et représentent environ 100 millions d'euros. Je m'en réjouis car le dragage des grands ports maritimes a été notoirement sous-financé jusqu'en 2018. Par contre, je tiens à souligner que le budget des affaires maritimes est calculé au plus juste et je pense qu'il doit être préservé pour la durée. En effet, le monde maritime a été durement affecté par la crise du coronavirus qui a éclaté l'an dernier. C'est ce que j'ai pu constater en préparant mon rapport à Blue Days pour une économie maritime compétitive et décarbonée que j'ai adressé au président de la République et remis à l'ensemble des ministres concernés. Or, les politiques financées par le programme 205 ont toute leur importance pour le soutien du secteur maritime dans cette période difficile, car elles permettent de rendre plus cohérente l'action régulatrice de l'État en ce qui concerne le navire, le marin et la mer. Près de 50% du budget des affaires maritimes est consacré à la compensation d'exonération de cotisations sociales patronales. Je tiens ici à rappeler toute l'importance du net wage instauré par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Cette mesure contribue puissamment au dynamisme et à l'attractivité du pavillon français. D'ailleurs, après des années de baisse, le nombre des navires sous pavillon français de plus de 100 UMS a augmenté de 21 unités entre 2019 et 2020. Toutefois, l'ensemble du secteur maritime ne va pas bien et ces mesures sont plus que nécessaires. Ainsi, lorsque la crise sanitaire a éclaté, si ce secteur du transport de marchandises a plus ou moins tenu bon, le transport de passagers s'est effondré. Les ferries, qui assurent le transmanche, et les navires de croisière sont les plus affectés. Par ailleurs, la flotte offshore subit une crise aux racines plus profondes liée notamment à la baisse du prix du baril. Face à cette situation difficile, l'ensemble des acteurs des filières logistiques françaises ont su s'associer pour réfléchir ensemble à l'avenir du transport français. Je tiens particulièrement à saluer la signature de la charte d'engagement des acteurs des chaînes logistiques françaises le 7 octobre dernier. Il s'agit d'un véritable engagement collectif pour la relance économique de nos ports et la reconnaissance de leur importance stratégique. Les impacts de la crise sanitaire sur les activités maritimes ne concernent pas seulement le volet économique. Tous les travailleurs de la mer ont évidemment été affectés par la crise. Si nombre d'entre eux ont pu bénéficier des mesures de soutien mises en œuvre par le gouvernement, d'autres ont pu maintenir leur activité pour répondre aux besoins essentiels de la population. Un temps d'adaptation a été nécessaire, mais tout a été mis en œuvre pour que les marins puissent travailler dans les meilleures conditions et dans le respect des consignes sanitaires. J'aimerais saluer leur dévouement sans faille pour continuer à nourrir les Français et acheminer les marchandises de première nécessité. Au-delà d'un accompagnement économique, une relance sociale du transport maritime apparaît donc essentielle. Ensemble, ces deux volets permettront de renforcer l'attractivité du pavillon français et de garantir à la France en tout temps son indépendance en matière d'approvisionnement stratégique. Je regrette que l'action 3 soit intégrée dans le programme 205 et non dans le programme 197 relatif au régime de retraite et de sécurité sociale des marins. Je pense que le gouvernement doit faire évoluer la maquette budgétaire. En effet, elle génère une situation illogique. L'action 3 correspond à des dépenses contraintes dont l'augmentation est un signe de bonne santé du secteur maritime. Dans ce cas, si le total des crédits budgétaires alloués au programme 205 n'augmente pas, ce sont les crédits alloués aux autres actions qui doivent diminuer. Or, ces crédits concernent les moyens de contrôle des règles de sécurité et de sûreté maritime et l'enseignement maritime. Près de 17% des crédits des affaires maritimes contribuent au financement de la formation maritime et notamment des lycées professionnels maritimes et de l'École nationale supérieure maritime. Le dispositif des lycées professionnels maritimes a montré sa capacité à s'adapter aux enjeux de formation, de cadrage pédagogique portés par le ministère de l'Éducation nationale et aux demandes du marché de l'emploi. La taille du réseau, son ancrage territorial, son dynamisme et sa capacité à s'adapter sont des atouts en termes de métier et de cohérence avec le système de l'éducation nationale, garant de la reconnaissance des formations. En ce qui concerne l'ENSEM, la qualité des officiers qu'elle forme est largement reconnue par les employeurs. Toutefois, la notoriété de l'école semble faible en dehors du monde maritime.
Cette situation va probablement évoluer car l'ENSEM va rejoindre Parcoursup et doit permettre à l'école d'attirer davantage de candidats. Cette évolution semble d'autant plus nécessaire que les armateurs que j'ai auditionnés ont indiqué qu'ils souhaitaient recruter des contingents plus importants d'officiers français dans les années à venir. La féminisation des métiers de la mer reste un enjeu important de la formation maritime. Les carrières longues de navigantes restent largement minoritaires parmi les femmes diplômées de l'ENSEM. La question de l'attractivité des métiers de la mer pour le public féminin a commencé. La question, de l'attractivité des métiers de la mer pour le public féminin a commencé par les formations et donc un défi à relever pour les années à venir. Aussi, la formation maritime doit pouvoir faire face à la transformation des métiers, notamment liée au numérique et à la transition écologique. Les technologies de décarbonation des navires exigent, par exemple, des compétences supplémentaires. Il nous faut donner les moyens aux établissements de formation maritime de s'adapter à de nouveaux marchés et d'accélérer leur ouverture sur l'Europe et sur le monde. Des formations plus fluides, favorisant notamment le recours aux passerelles et le renforcement du lien public-privé par des partenaires entreprises-écoles pourraient également contribuer à répondre aux besoins du secteur maritime de recrutement. L'amélioration et l'adaptation des formations est une première étape, mais elles doivent s'accompagner d'efforts supplémentaires pour améliorer l'attractivité des métiers de la mer partout sur le territoire national. Il s'agit notamment de poursuivre les efforts engagés depuis 10 ans pour faire entrer la mer dans les collèges, les lycées et les classes préparatoires. De diffuser l'envie de mer dans les terres, pas seulement sur le littoral, car les emplois du secteur maritime ne sont pas réservés aux seuls habitants des territoires littoraux. Je vous encourage d'ailleurs, mes chers collègues, à sensibiliser les jeunes de votre circonscription à l'envie de mer. 20% des crédits du programme budgétaire 205 Affaires maritimes sert à financer l'action de l'État dans les domaines de la sécurité, de la sûreté maritime et de la lutte contre la pollution. Il sert notamment à financer les CROSS et les MRCC, les centres de sécurité des navires, ou encore le dispositif de contrôle et de surveillance qui participe à l'exercice des missions de police en mer. Ils permettent également d'apporter un soutien à la SNSM, qui a notamment besoin de renouveler ses moyens nautiques. Et je tiens à saluer ici le travail formidable accompli sur tout le littoral par les bénévoles. Un travail méconnu du grand public, mais essentiel pour la sécurité maritime. C'est pourquoi la SNSM a besoin de notre indéfectible soutien et c'est pourquoi nous devons donner à ces bénévoles les moyens indispensables pour réaliser leur mission dans les meilleures conditions de sécurité. Avant de conclure, je voudrais dire un mot sur des sujets qui ne relèvent pas à proprement parler du budget des affaires maritimes, mais concernent le soutien fiscal à la marine marchande. En effet, le programme 205 est loin d'être l'unique pilier de la politique française en faveur de la marine marchande, qui combine une série de dispositions principalement d'ordre budgétaire, fiscal et social. Parmi celle-ci figure le dispositif de suramortissement prévu par l'article 39 C du Code général des impôts. Ce dispositif a été initialement adopté en loi de finances pour 2019. Sa mise en place a été un signal fort pour encourager les armateurs à s'engager dans la décarbonation des navires et de leurs activités. En soutenant la palette des solutions émergentes, vélique, gaz naturel liquéfié, scrubber, navires électriques et hybrides, mais également hydrogène ou encore électricité à quai, ce dispositif contribue à concrétiser notre ambition en matière de verdissement du transport maritime. Les objectifs de la France en la matière sont clairs. Ils s'accordent avec ceux fixés par l'Organisation maritime internationale en 2018. Premièrement, réduire les émissions de CO2 du transport maritime d'au moins 40% d'ici 2030 et 70% d'ici 2050. Ensuite, réduire le volume total des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. À nous donc de nous engager encore davantage aux côtés de ces projets innovants. Face à la crise sanitaire que nous traversons, le cap est de tracer une nouvelle voie qui préserve nos océans et accélère la transition écologique de l'économie de la mer. L'écologie est d'ailleurs l'un des piliers du plan de relance inédit déployé par le gouvernement, il faut le souligner. C'est pourquoi ce dispositif doit être à la hauteur des projets innovants de plus en plus nombreux qui se développent partout sur notre territoire. En l'état, le suramortissement peut trouver une application concrète et peine encore à trouver une application concrète et ne permet pas d'inciter les acteurs du transport maritime à se tourner vers des solutions les plus décarbonées.
C'est particulièrement vrai pour la propulsion par le vent, immédiatement disponible et entièrement décarbonée, qui inspire de nombreux projets d'avenir et qui ne bénéficie pourtant pas d'un soutien suffisant. Pour toutes ces questions, j'ai déposé une série d'amendements visant à améliorer le dispositif de suramortissement en allongeant notamment son échéance suite à la crise sanitaire. Mes chers collègues, en tant que rapporteur pour avis, j'ai l'intime conviction qu'en soutenant un volet économique, compétitif et décarboné, nous apporterons la meilleure réponse pour l'avenir. Les futurs investissements de l'État devront permettre l'émergence d'un modèle économique plus résilient, plus protecteur et plus souverain. Permettez-moi, et je terminerai là-dessus, d'insister sur un point. La transition écologique ne doit pas simplement être la trame de fond de notre démarche, elle doit justement en être le moteur. Cette association entre écologie et économie est déjà à notre porte. Il nous appartient de répondre présent et d'en soutenir l'émergence. Pour cela, nous pouvons engager un accompagnement réglementaire. Le plan de relance de 100 milliards d'euros déployé par le gouvernement constitue une première étape. Le projet de loi de finances que nous discutons en ce moment en est une autre. Nous devons regarder plus loin et faire sur un temps long de l'économie bleue le levier de l'excellence économique et environnementale de notre pays. C'est pourquoi, eu égard aux éléments que je viens d'exposer, j'émettrai un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 205. Je vous remercie. Merci.